je vais essayer de rentrer dans les temps. Donc moi j'ai articulé ça en 10 questions plus une bonus. Donc si j'ai bien compté, ça fait 11. Mes conflits d'intérêts, ça commence par la rédaction des prescriptions. Ça peut paraître tout bête, mais là c'est évidemment assez petit, mais les doses, les dilutions, les temps de passage, à partir de quelle date? Ça paraît évident comme ça, mais quand on voit passer certaines ordonnances, on peut se poser des questions sur la facilité d'appliquer ce qu'on nous demande. Il y a différentes organisations à l'antibiothérapie intraveineuse à domicile. Beaucoup d'entre vous, il y a combien de libéraux dans la salle, s'il vous plaît? Voilà, merci. Hospitalier, le reste? Ouais, ouais. Donc c'est bien, c'est mixé, c'est bien. Parce que c'est l'objet quand même de la journée, c'est qu'on confronte un petit peu nos expériences. Donc différents types d'organisations, on va dire typiques, que vous devez rencontrer le plus en tant que prestataire notamment. Le patient arrive, il va voir son médecin, le médecin fait une prescription de molécules. Plus ou moins de midline, de pic ou de chambre implantable. Puis après, il n'a pas le temps de gérer, donc il va demander à l'HAD ou il va demander à quelqu'un de la prestation à domicile. Cette personne va s'occuper de la pharmacie, de l'infirmière et du matériel. L'infirmier va aller vers le patient et le PSAD ou l'HAD va revenir vers le prescripteur avec un compte-rendu en fin de prise en charge. Je crois que ça marche comme ça. Pardon? En début et en fin. Oui, pour le prestataire. D'accord. Et puis, il y a quand vous avez une cellule de coordination, où là, en fait, le patient va voir le médecin. Puis, le médecin s'adresse à un des membres de l'équipe, donc à notre équipe, voilà, pluridisciplinaire. Et cette coordination va s'adresser à la pharmacie, au PSAD, à l'HAD et à l'infirmière libérale quand il y en a une en place. Sinon, il cherche tout ça. Ensuite, il va rendre compte au médecin de la suite des événements et prendre en compte également les effets indésirables quand il y en a sur les cathéters. Alors, on va rentrer en vif du sujet. Le cathéter périphérique court peut rester en place plus de 96 heures. Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne sait pas? On a le droit de ne pas savoir. Hein. On n'est pas d'accord. Mais on va en discuter. Mais j'ai trouvé pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Alors, le cathéter périphérique court, oui, il peut rester en place plus de 96 heures. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il faut que tu appuies sur le... Appuie sur le... Là, appuie là. Clémence. Voilà, là il marche. Il y a eu des études qui ont été faites. Oui, c'est mieux. Il y a des études qui ont été faites effectivement et qui montrent... Non, d'abord, les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière jusqu'à 2019 disaient 96 heures, jusqu'à 96 heures. À partir de 2019, ils ont permis d'aller jusqu'à 7 jours. Mais 7 jours, c'était... là, ils commencent à revenir un petit peu en arrière, nettement, parce qu'il y a eu vraiment des remontées de beaucoup de terrains qui disaient qu'il y avait vraiment des infections qui se développaient très nettement à partir de 96 ans. Après, ça c'est le premier point, d'accord. Ça c'est un premier temps. Après, effectivement, normalement, on peut le poser. Très bien, ça peut rester en place 96 heures. Non, 7 jours. Après, nous, on préfère vraiment dire que le cathéter doit être retiré à 80... Enfin, c'est notre protocole de local. Le protocole doit être retiré à partir de 96 heures. Mais, en revanche, s'il y a
des difficultés à piquer le patient, s'il y a des difficultés, etc., on peut, avec le couvert du médecin, demander à le laisser plus longtemps en place, mais avec une surveillance, une traçabilité et la pertinence du maintien de la perfusion. Très nettement, la perfusion, il faut l'enlever à 96 heures. D'accord. Non, je suis désolé quand je dis Non, oui, mais oui, je oui, t'en c'est prie, parce qu'en aucun fait, problème. c'est pour le temps. Hein. Je Oui, ne oui, suis pas en pardon. train de te mettre la pression, on n'est pas. Non, Hein. voilà. Alors, si je reformule, si je fais attention à mon cathéter et que je le surveille tous les jours, et si je l'ai bien posé plusieurs fois par jour, ou au moins lors d'un passage, si je le pose bien, si je l'utilise bien et si je le surveille bien, je peux, voilà, je peux le laisser plus de 96 heures. En fait, c'est exactement la recommandation de 2005, quand il n'y avait pas encore la SF2H, mais que c'était encore tenu par c'était déjà tenu par les hygiénistes. Ça veut dire que, en fait, on ne le laisse pas 96 heures parce que les infirmières, en fait, travaillent mal. Non, mais c'est ça, j'ai pas. Donc, et en 2005, on disait déjà, le cathéter peut rester en place plus de 96 heures chez les enfants, chez les personnes difficiles à piquer. Chez les enfants, parce qu'on sait quand les enfants sont déifiés, et heureusement, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur, encore moins à l'erreur avec les enfants qu'avec les adultes. Après, quand on est les adultes, on a déjà des choses à se reprocher, donc s'il y a un problème, voilà, on peut passer l'éponge. Mais en tout cas, 2005, les enfants, plus de 96 heures, alors que on faisait vachement attention aux enfants. Mais c'est parce qu'on fait surtout vachement attention aux cathéters. Donc, pour résumer la situation, parce que j'ai mis les deux documents que tu mettais. Là, en fait, c'est la reco de 2019 qui a malheureusement passé un petit peu à l'as avec le Covid, mais qui dit qu'il n'y a pas d'argumentaire scientifique qui pousse à changer systématiquement les cathéters toutes les 96 heures. Et c'est Niccolò Boetti qui, au cours d'un CEPIAS, il travaille au Hugues, Niccolò, et en fait il a dit, ah oui, mais nous en Suisse on fait attention parce que on a eu, comme tu l'as souligné, une augmentation des bactériémies. Alors ça veut dire que, en fait, comme les infirmières travaillent mal, on le retire tous les 96 heures. Moi, je fais plus confiance à l'appli humaine, à l'application cérébrale, et comme les Australiens, par le groupe Avatar, disaient on peut le laisser plus de 96 heures, ça a été eux qui ont fait ça en premier. Ensuite, il y a eu le protocole AirPup paru en 2023. Il y a eu 2019 avec Didier Lepelletier qui a essayé de faire une poussée. Donc, on a fait, nous aussi, une étude, parce que vous savez, quand on veut chercher quelque chose, on dit on a fait une étude. Donc, c'est pratique, les études, on fait dire tout et n'importe quoi. Et donc, là, on a regardé avec des infirmiers libéraux en ville. Libéraux en ville, c'est un pléonasme, je suis désolé. On a regardé ce que ça donnait. Et ce que ça donnait, c'est ça. En fait, on l'a laissé, on a fait un suivi prospectif de plusieurs dizaines de cathéters périphériques en ville. Et si c'est bien géré, ça passe. Donc, voilà, oui, on peut le laisser plus de 96 heures, à condition de bien l'utiliser. Et pourquoi on l'utilise mal? C'est parce qu'à chaque fois, on dit « Ah là là, un cathéter périphérique, ça donne des bactériémies, ça donne tout ce que l'on veut, le choléra, la peste. » Eh bien, le problème, c'est que le cathéter périphérique, quand il y a une complication, ce n'est pas la même conséquence qu'avec une voie centrale. Et là, à l'extrême gauche, vous avez, on ne sait pas, parce qu'à chaque fois c'est rouge, ça peut être une thrombose, ça peut être une infection, mais en tout cas, comment vous traitez ça quand c'est une thrombose? Vous retirez, vous ne mettez pas des HBPM. Hein, ce n'est pas la même chose avec un pic ou un midline. Donc, complication, on retire, c'est bon. Là, une infection locale, bah, certains préfèrent surveiller et ne rien mettre, d'autres vont glacer parce que ça soulage. Ne mettez pas de pansement alcoolisé, ça ne sert à rien, absolument rien, si ce n'est à abîmer la peau. Donc, bon, on regarde, ça évolue bien, tant mieux, ça évolue mal, on met les antibiotiques. Péros,
et ça va disparaître. Voilà. Donc, en fait, le caté-périph, c'est trop facile, mais c'est trop difficile aussi, parce que c'est difficile de faire simple. Donc, là, quand vous voyez en 2022 le suivi de nos cures pour DDB, vous voyez, sur 269 cures, on a eu 97 cures sur CPC. Et on a eu seulement besoin de changement sur 11 patients. Donc, ça prouve qu'on peut faire de très belles choses, et heureusement avec des CPC, parce que avec les catégories courts, pensez aussi que nous vieillissons de plus en plus vieux. On aura plus de traitements, et le développement durable, c'est aussi nos veines. On a eu des patients arrivés en greffe pulmonaire qu'on ne pouvait plus cannuler en centrale. Hein. Donc, voilà, c'est une chose importante. Alors, quel cathéter maintenant? Cathéter périphérique court de 22 gauges, les bleus. Ça suffit à administrer une antibiothérapie IV de type ceftazidime, 10 ml/h, et tobramycine, 200 ml/h. Est-ce que c'est moins susceptible de créer des thromboses de la veine? Est-ce que c'est réservé à la pédiatrie? Alors, ça permet, oui, le passage, on peut même le passer avec un cathéter de 24 gauges. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est moins susceptible de créer des thromboses? Bah oui, parce que vous avez comme ça, vous respectez la triade de Virchow. La triade de Virchow, vous savez, c'est le rapport diamètre du cathéter sur diamètre de la veine, il doit être à 2/3. Eh ben, pourquoi on le fait sur les cathéters centraux et pas sur les cathéters périphériques? Donc il faut sauver le soldat périphérique. Et puis la réserve, réserver la pédiatrie, ben vous voyez ça dans tous les documents de l'industrie, mais c'est une gabegie, c'est une erreur, c'est une facilité de penser. Voilà. Les critères du choix du cathéter périphérique court, il faut savoir si déjà c'est compatible avec l'administration périphérique, on va y revenir. Il faut savoir si le patient est un Difficult Inserted Venous Access, DIVA. Et il faut savoir si l'infirmière sait piquer, parce que je n'ai pas de honte à le dire, et ce n'est pas de la malice. Il y a des bonnes piqueuses, ou des bons piqueurs, et il y a ceux qui ne sont pas doués pour ça. Voilà. Et il faut avoir des trucs et astuces pour ça. Et le cathéter périphérique, c'est un des cathéters les plus durs à poser, parce que, encore une fois, on ne le pose pas sous échographie. Ça va venir bientôt, mais voilà. Et les trucs et astuces se perdent parce qu'on a une formation de plus en plus théorique. Le contexte de soins, bah oui, est-ce que, en fait, le patient, s'il habite s'il est difficile d'accès, mettons par exemple en Corse, il faut savoir qu'en Safina libérale, il y en a plus en Corse qu'en 93. Parce que à l'achat, c'est plus cher une voiture blindée. Non, je plaisante. Mais l'hygiène, si le cathéter saute en pleine nuit et que l'infirmière ne peut pas repasser, ou pas en pleine nuit, en plein jour, la difficulté à venir, c'est plus compliqué à gérer. Donc, le choix du patient, est-ce qu'il a peur parce que le cathéter va aller dans la veine cave supérieure, parce qu'il faut quand même lui dire où ça va le cathéter. S'il a peur, on va passer le cathéter périphérique court. S'il est phobique des piqûres, on posera un midline ou un pickline, la fréquence des traitements, évidemment sur un patient qui a une cure tous les 2 mois, on peut se poser légitimement la question de poser une chambre implantable, et puis savoir si c'est des perfusions continues ou non. En sachant que encore une image que nous aimerions ne plus voir, c'est des images sur les cathéters avec les gens perfusés sur les mains. Perfusés sur les mains, c'est en réanimation, au bloc opératoire, mais quand vous êtes mobile et que vous lavez les mains une fois que vous êtes allé aux toilettes, c'est difficile de le faire quand vous avez un cathé sur les mains. En plus, vous avez un pistonning qui arrive dans la veine et ça crée des thromboses. La partie la plus importante à cannuler, c'est le bras. Ce n'est pas... Enfin, pardon, excusez-moi, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras. La main, l'articulation, non. Le bras, non. Et il faut arrêter de réfléchir comme à l'école en disant on commence par les extrémités et on remonte. Non, l'extrémité, ça commence à l'extrémité de l'avant-bras. Et n'oubliez pas la veine qui est derrière le bras. C'est très important. Quand vous regardez par rapport au code couleur,
regardez, parce qu'on a toujours les débits, c'est marqué sur les emballages des cathéters, les débits en millilitres par minute. Si vous le rapportez en heures, vous verrez bien qu'un cathéter de 24 gauges, ça fait 1 litre 4 par heure. Donc ça suffit amplement. Et bon, ça, vous verrez, vous aurez ça sur le net, c'est des rapports diamètre vaisseau. Et puis là, vous voyez, plus on va vers la main, plus les veines, le diamètre des veines est petit. Et là, vous avez les tableaux de compatibilité veine-cathéter, et vous voyez que les cathéters les plus compatibles, bah, logiquement, ce sont les 24 et 22 gauges. Alors évidemment, quand vous avez quelqu'un qui vient à l'hôpital pour hémoptysie, qu'il a une cure antibiotique, vous allez mettre un 24 gauges. Évidemment, une femme enceinte qui vient, c'est comme mettre un 22 gauge à une femme enceinte qui vient pour une hémorragie. Voilà, il faut remplir à un moment, bah, on remplit avec un cathéter de plus gros diamètre. La durée du CPC est incertaine après son insertion, ça c'est vrai, on ne sait pas ce que... Il est associé à un taux de complications inférieur, on l'a vu. Son renouvellement n'est pas onéreux et il ne requiert pas les compétences d'un médecin. Alors pourquoi je l'ai mis dans les restrictions? Eh bien c'est parce que comme il n'est pas onéreux et comme il ne demande pas la présence d'un médecin, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Et c'est pour ça que les recommandations... Pourquoi ça ne marche pas, les recos? C'est parce que les recommandations d'un côté ne sont pas connues, ou alors elles sont connues mais elles ne sont pas appliquées. Alors peut-être qu'elles ne sont pas adaptées, peut-être qu'on n'a pas le matériel, peut-être qu'elles ne sont pas disponibles, pas comprises. Mais le problème, c'est que certains s'en fichent. Là, après, voilà. À un moment, on avait les cadres, on avait les surveillantes, maintenant on ne les a plus. Je me mets à regretter le temps des surveillantes, c'est vraiment qu'il faut que je prenne ma retraite. Mais l'optimisation du cathéter périphérique court, c'est vraiment que le soignant comprenne l'intérêt pour le patient, le service rendu, et qu'il ne réagisse pas en termes de complications. Il ne faut pas réagir comme un toréador. Voilà. Il y a un cathéter qui est un mauvais cathéter en ville, c'est celui-ci. Et ça, ce sont des photos qu'un infirmier libéral m'a communiquées. Sachez que on peut très facilement mourir d'une embolie gazeuse. Hein, on l'a vu dans n'importe quelle ville de France et surtout à Rouen. Donc voilà, l'embole gazeux, si le cathéter se retire, vous avez une communication et le patient, c'est fini. Donc le bon cathéter, il faut l'adapter à la situation et vous avez là en ville le cathéter périphérique court, le midline, le PIC, le Broviac et la chambre implantable. L'extrémité du midline se situe dans la veine cave supérieure, oui ou non? Non. Qui dit oui? Non. Qui ne sait pas? On peut ne pas savoir. Je ne sais pas. Maintenant, alors il se situe à ce niveau-ci, il se situe à la base de l'axillaire et certains maintenant le mettent dans la sous-clavière. Et disent j'ai pas de thrombose. Moi j'aurais plutôt dit j'ai pas de suivi. Parce que dans la sous-clavière, ça, c'est pas un très bon flux. Donc en tout cas, ce n'est pas un cathéter qui va rentrer dans le tronc. Et donc il est pas central. Comment savoir qu'on a un midline? Parce que parfois vous avez des poseurs qui prennent des pics et qui les coupent. Et c'est marqué pick line. Et donc vous dites ah j'ai un pick line. Je peux mettre tel produit, tel produit, tel produit, et bien là, vous faites la thrombose. Donc, voilà. Alors, il faut savoir, c'est sur le compte-rendu. Et sur le compte-rendu, il ne faut pas regarder le titre du compte-rendu parfois, parce que vous voyez que le pick line, il est dans la souche droite, 24 supérieure droite, et il fait 24 cm. Donc, soit votre patient est atteint de nanisme ou il a un tassement vertébral, ou des petits bras. Mais 24 cm, c'est un midline. D'accord? Un pic, ça fait 60 cm, à peu près, 50 à 60 cm. Donc faites bien attention. Oui? Quelle est la législation par rapport à la pose d'un pick line pour un médecin ou une infirmière qui pose des pick lines et qui a un protocole de coopération qui l'autorise, d'avoir cette traçabilité? Ah, mais la traçabilité, c'est une obligation légale. Oui, mais comment elle doit être? Est-ce que c'est un livret qui est remis au patient? Non, le livret, il ne le lit pas. Non, c'est une trace écrite.
C'est une trace écrite, que ce soit une carte, mais c'est une trace écrite. Il y a sur le site de la HAS, quand on a commencé à parler des bundles, il devait y avoir un bundle sur la pose de cathéter. Et donc sur le site de la HAS, vous pouvez télécharger, il y a la checklist de la HAS. Ça fait un recto. C'est jamais rempli. Oui, je rebondis un peu. Le problème, c'est que même avec un compte rendu, ou même à l'hôpital, nous, hospitaliers, un compte rendu qui est dans la boîte à histoire du patient, des notations qui sont sur les macro-cibles plus le livret, je désespère, mais c'est souvent pas. Il faut alors, j'allais dire, il faut pas, il faut y retourner tous les jours. En fait, c'est vrai que j'ai une collègue belge à Louvain qui me dit j'ai l'impression de faire la même chose depuis 20 ans. Mais c'est pas parce qu'on fait des choses différentes tous les jours qu'on est forcément utile. Donc c'est peut-être notre lot, c'est qu'une partie de notre temps, on doit répéter. S'il faut le faire, il faut le faire parce qu'on est là pour être utile. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas se prendre le chou, quoi. Il faut le faire, même si c'est pas drôle. Puis il y a des choses plus compliquées. Puisque si on l'a répété, c'est qu'on l'a déjà fait, donc ça demande moins de travail. Donc, un midline peut être retiré au demi du cil du patient. Oui. Un peak line? Non. Non, mais on peut très bien, par exemple, dans le cadre d'une HAD, le retirer, parce qu'il y a des accords avec le SAMU, parce que c'est à condition qu'un médecin arrive à tout moment. Donc, par exemple, oui, mais c'est... Non, mais je suis d'accord avec vous, le médecin, en cas de complications de pic, d'ailleurs, il y a combien de complications de pic? Moi, la seule fois où j'ai eu des problèmes pour retirer un pic, c'est le pic qui est vraiment pris dans l'endothélium. Donc ça, c'est plutôt compliqué. Donc on remet sous pansement, on le renvoie à l'hôpital. De toute façon, il était là. De toute façon. Soit en fait, il est pris dans la gaine de... Il y a une gaine de fibrine qui se met au bout de 24 heures, qui commence. Et quand vous tirez, en fait, la gaine se met dans les valvules. Alors, soit vous dilatez la veine en mettant du chaud. Enfin, en mettant du chaud, vous ne l'ébouillantez pas, mais vous chauffez le bras. Soit vous tournez entre le pouce et l'index le cathéter sur lui-même et ça décroche. Troisième possibilité, c'est la thrombose. Et dans ces cas-là, vous demandez un échodoppler, on objectivise la thrombose, on met HBPM et au bout de 3 jours, vous pouvez retirer le cathé. Voilà. Il n'y a que ça. L'embole sur pic, j'ai revu la longueur du cathé. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Mais c'est une histoire de chasse. Et c'est une vraie histoire de chasse, celle-ci. La désinfection d'une valve bidirectionnelle, autrement appelée valve anti-reflux pas veineux, hein, c'est de ce qu'on injecte, ça se fait en utilisant de l'alcool à 70. Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne sait pas? Bon, ça se fait à l'alcool 70, l'alcool n'a jamais fixé les germes, sinon pendant le Covid, on aurait passé notre temps à passer de chambre en chambre en mettant des germes partout parce qu'on se faisait de la friction hydroalcoolique. En frictionnant, ça se désinfecte en frictionnant la zone à connecter. Oui, parfait. Parce que parfois on fait comme ça, mais on désinfecte surtout le tour, pas le... Voilà, pendant 15 secondes au moins. 30. Au moins les journées passent vite avec 30, hein, ça c'est bien. 15 ça va suffire parce que ça fait quand même... Hein. Et c'était des secondes rapides. 15 secondes à frictionner, vous pouvez parler aux patients, hein, quand même, hein, il y a pour ça. Mais quand même, 15 secondes suffisent. 30 secondes, c'est ce que j'avais retrouvé dans un papier pédiatrique. Mais encore une fois, en pédiatrie, on fait le maximum, parfois à tort. Et avec une compresse stérile, bien sûr, oui. Alors, ça se désinfecte par friction, mais ça peut aussi se désinfecter avec les capuchons imprégnés.
Attention, ce ne sont pas des bouchons, parce que même avec un truc comme ça, on arrive à avoir des mésusages. Parfois, on ne met pas de valve, on met ça pour un bouchon. Donc le système est ouvert, c'est pas bon. Donc ça, c'est l'alcool isopropylique. Et le problème, c'est que dans certains cas, l'alcool passe au travers de la valve. Ça, c'est une étude très récente que nous a donnée Yves Lurton à Pontchaillou, qui est très belle. Et alors, chez les adultes, l'alcool pose relativement peu de problèmes. Mais en pédiatrie, ça peut en poser certains. Voilà. Donc, regardez bien les études et les messages et les slides, parce que on pourrait vous dire, attention, ces trucs-là, c'est vraiment, il faut pas les prendre parce que on s'intoxique avec de l'alcool. Non, c'est grave chez les enfants. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Je pense qu'il y a un tiers de la salle ce soir qui va picoler. Donc, le débit d'un diffuseur portable est régulier tout au long de la perfusion. Oui ou non? Qui pense que oui? Eh bien non, il n'est pas. J'ai fait exprès de mettre cette photo. Je ne sais pas si on voit la photo de droite. Parce qu'en fait, il faut quand même penser aussi au confort du patient, parce que là, c'est les bourgeois de Calais quand même. Hein. C'est la statue de Rodin, le truc, la pénitence. Ça, il peut l'avoir quand même autour de la taille, même s'il est en surpoids. Faire attention. Donc, non, il n'est pas. Il n'est pas. Là, vous avez la courbe avec un diffuseur en polyisoprène. Le ballon est en polyisoprène. Donc vous voyez, on n'a pas le début de la courbe, mais vous avez un pic. C'est comme un ballon quand on le gonfle, qu'on le lâche. Ça se dégonfle. Après, il atteint à un certain moment un plateau et après, il s'effondre. Ça, c'est au polyisoprène. Ça, c'est au silicone. Et ça pourrait changer en plus par rapport au sertissage du ballon sur la coque interne. Donc, déjà, c'est pas très fiable. Avec une contre-pression, ça peut encore changer. Et quand on regarde les notices, parce que en fait, on ne regarde jamais les notices parce que c'est dans les gros cartons. En fait, et vous, à domicile, vous les avez jamais les notices, parce que c'est à l'unité. Après, les prestataires pourraient le lire. Lorsque le système est rempli au volume nominal, donc le volume indiqué, la précision de débit est plus ou moins 15%. Alors là, ils ont été forts quand même, hein, parce que vendre un truc à plus ou moins 15%, quand vous avez une bagnole qui fait 15% de différence, vous voyez, vous avez un PV. Et lorsqu'on démarre la perfusion dans les 8 heures après le remplissage. Donc, déjà, il y a plus ou moins 15% d'erreur. Ensuite, le système en tubulure courte doit être rempli 4 heures avant l'administration pour avoir le débit indiqué. Oui, il faut lire entre tes petits lignes, c'est comme les contrats, hein, les contrats d'assurance. Donc ça veut dire que vous avez un truc pour le domicile qui n'est pas pour le domicile. Donc, moi j'aime bien un diffuseur, c'est sympa. Mais il y a mieux. Et puis, ça dépend aussi de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, je vous le résume, hein, parce que c'est très chargé. Quand vous mettez de la tazociline dans le diffuseur, avec les marges du fabricant, en respectant les marges du fabricant, du diffuseur et de la molécule, vous pouvez avoir une marge d'erreur de 37% du débit. Donc ça va faire l'objet d'une publication. Donc 37% avec la tazo parce que c'est visqueux. Voilà. Alors, il y a quand même un moyen de grignoter un peu les différences. Par exemple, le Zerbaxa, quand vous le reconstituez avec 10 ml, vous avez 11,4 ml de volume. Donc 1,4 ml supplémentaire. Ce qui veut dire que pour les gens qui remplissent des diffuseurs, il faut déjà diluer, regarder le volume que l'on a après dilution, et ensuite on le rapporte. Mais pas diluer en disant, voilà, je dois le diluer dans 50 ou 100, je prends ma poche, je mets un transfert, clac, clac, clac. Voilà. Parce que là, en fait, on aura déjà une marge d'erreur par rapport au début.
Donc il faut toujours ramener le volume. Ramener le volume après dilution. Et puis le diffuseur portable, c'est sympa, mais il ne faut pas tousser. Parce que ça, c'était avec les collègues kinés. Là, le diffuseur est terminé. Ah oui, on s'amuse, hein, Cochin, c'est fou. Là, le diffuseur était terminé, et puis on n'a pas clampé, parce que le fabricant nous dit qu'il ne faut pas clamper le diffuseur. Et puis, avec le kiné, on a fait tousser le patient. Et vous avez des grosses quintes de pression, des grosses augmentations de pression intrathoracique, et le sang remonte. Voilà. Et le sang remonte tellement parfois que le cathéter, au lieu d'aider un veine cave supérieure, il remonte dans la jugulaire. Donc, voilà, mais ça, ce n'est pas tout le temps, laissez-les tousser parce qu'il faut quand même qu'ils nettoient leurs bronches. Donc le diffuseur portable, ça peut provoquer une modification de la prescription médicale, il y a un risque d'occlusion du cathéter, un risque de désorganisation également de la tournée infirmière, parce qu'on peut dire « Oh bah non, c'est pas terminé, il faut repasser dans 2 heures ». C'est bon, je travaille depuis 8 heures ou 7h30, 6 heures, et puis il est déjà 22 heures, bon, proche du burn-out. Et puis, pour ma part, certains ont eu des défiances par rapport aux soins à domicile, et c'est pour ça que certains centres ne font pas de soins à domicile. Que tracer à domicile durant l'antibiothérapie intraveineuse? Alors c'est une grande question parce qu'on demande de tout tracer. Et souvent, on a des choses vraiment inutiles. Bon, c'est bien parce que tout le monde touche au passage sur la prestation de traçabilité, mais il faut que ça soit utile. Il faut tracer l'efficacité. Tout essoufflement, repos à l'effort, essoufflement au repos à l'effort, l'encombrement, la quantité et caractéristique des crachats, la qualité de sommeil. Et pour les infirmières à domicile, s'il vous plaît, ayez un saturomètre. Ça coûte peu, on peut trouver une prise en charge, mais en pneumo, c'est quand même important. Et puis les patients peuvent en avoir. L'abord veineux, c'est surtout des problèmes de thrombose. C'est pas tellement. Quand vous regardez les complications, et c'est pour ça que je me méfie toujours des recommandations, parce que les recommandations, la SF2H, pour avoir collaboré à celle des chambres implantables, celle des pics, ça reste un consensus par rapport à une grande quantité de maladies. Et on l'a vu ce matin déjà sur des niches comme l'antibiothérapie, il y a déjà des ajustements à faire entre la pneumo et le reste du monde. Là, en cancéro, en hématologie, vous aurez surtout des infections sur cathé. Ici, on a surtout des obstructions du fait de toux, de reflux sanguin. On a surtout des problèmes de thrombose dus à des déplacements de cathéter ou bien à une augmentation du syndrome inflammatoire. Donc voilà, c'est ça. Il faut savoir les signes cliniques d'une thrombose. Et puis il y a les effets indésirables, et comme Clémence et Étienne en ont parlé ce matin, c'est le pouls, la tension, là, on peut se dire, ouais, pouls, tension pour un antibiotique. Mais l'essoufflement, ça peut être aussi des œdèmes. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais il faut surveiller cliniquement les patients. Alors là, est-ce qu'on pourrait se servir du cathéter, par exemple? Alors vous allez me dire non, parce que sinon, je n'aurais pas mis la photo. Ben, bien sûr. Et bien ici, on voit, c'est sur un midline. Quand on regarde, là, le patient allait sortir, je lui donnais ses papiers. Et puis, il s'est mis en t-shirt pour X raisons. J'ai vu que le bras était plus enflé d'un côté que de l'autre. J'ai vu qu'il y avait une circulation collatérale de l'autre côté et un reflux plus ou moins présent. Et bien ça, c'est la thrombose. Alors après, ce qu'on fait, c'est on fait un écho-Doppler. Pas la peine de faire une injection avec opacification, ça ne sert à rien. Et puis, si ça avait été un pic, il aurait été intéressant également de faire une radio de thorax face plus profil pour voir si ce n'est pas dû à un déplacement de cathéter. Donc voilà, c'est simple. Midline, écho. Pic ou champ implantable, écho, plus ou moins radio de thorax, plus ou moins scan injecté. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser, il faut regarder les gens et il faut regarder aussi, il faut les mettre torse nu parce que thrombose de la jugulaire, vous avez un comblement du creux susclaviculaire. C'est des choses simples, il faut revenir à la clinique.
Les libéraux, les hospitaliers le savent, mais il faut revenir à la clinique, il faut arrêter d'être, il faut sortir la tête des livres. Pour sortir la tête des livres, replongez-vous dans le Greta, c'est notre prochain congrès, c'est en novembre, à Lille. Lille est une ville très sympathique, où les gens du Nord, c'est bien connu, ont la chaleur, bref. Alors, les effets indésirables, alors, pareil, on nous sort toujours les photos, je suis désolé de dire ça pour ce matin, mais il faut du vécu. Ça, c'est des stomatites. Et dans les livres, on vous montre toujours les laïeuls, les trucs qu'on voit une fois dans sa vie, les trucs horribles. Mais ça, c'est important de le tracer. Là, ça, c'est du vécu. Et ça, c'est dans des dossiers infirmiers libéraux. Ça, c'est important. Vous voyez, les éruptions cutanées. Souvent, les intolérances ou les allergies, c'est les mains, c'est les voûtes plantaires, c'est des boutons, c'est la peau un peu grêle. Les mycoses. Parce que les femmes, elles arrivent un peu à dire, les DDB un peu moins, parce qu'elles ont une certaine pudeur. Bon, voilà, tout le monde est pudique. Voilà. Mais on leur dit, vous n'avez pas de problème? Ah, j'ai diarrhée. Ça, le problème, les intestins, c'est bon. Ça, j'ai diarrhée, c'est fait la cacamousse et tout, quoi. Mais là, par exemple, est-ce que vous avez des problèmes vaginaux? Oui, et puis depuis 2 jours, ça me brûle quand je fais pipi, parce que ça peut aller jusqu'à l'infection urinaire. Donc là, c'est important de donner une prévention et ou un traitement. Et c'est pareil pour les hommes. Parce que les hommes, ça on n'en parle pas, ou dans certaines occasions, mais les urétrites, on n'en parle pas. L'éruption cutanée, c'est pareil, les avant-bras. Il faut faire attention, comme disaient Étienne et Clémence ce matin, et puis également Gabriel et Aurélie, vous avez des médicaments qui ont des effets indésirables fréquents. Vous voyez par exemple les roches cutanées, les érythèmes, avec la tazocilline, hein, ça c'est 10% sur les fiches HAS. Alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les signaler, mais il faut le notifier. Et puis vous avez des trucs bizarres. Moi j'ai pas réussi à trouver ce que c'était, ça. Et voilà. Alors, sur les jambes, ça c'est plutôt simple. Et puis des fois ça gratte, alors vous avez les stigmates, vous voyez, c'est pas les griffures de chat mais presque. Les jambes, il faut regarder les pieds. Et puis des fois ces lésions, elles sont réactivées à la cure suivante. Un peu comme ce que l'on trouve avec les recall reactions, là, quand les extravasations de chimio. Donc, en extravasation de chimio, il y a une lésion, on refait de l'adria, et puis après, même s'il n'y a pas d'extravasation, ça réactive la lésion. Enfin bref, mais voilà, c'est intéressant. Vous voyez, là encore, une réaction, l'assèchement cutané. Hydratez-vous la peau. Voilà, c'est tout simple. Voilà, là c'est plus difficile quand même, mais bon, voilà, mais en tout cas, ça s'appelle sec. Et puis les œdèmes. Et pour les œdèmes, méfiez-vous, parce que regardez, là, j'ai regardé la quantité de sodium qu'il y a dans les antibiotiques, avec la tazobactam, piperacilline, okay, 265. Donc si vous avez une petite vieille qui a un cœur fragile, si elle vous dit j'ai essoufflé aujourd'hui, et puis voilà, il faut appeler, il faut regarder, il faut mettre, voir si elle a des œdèmes, mais regarder si elle prend le godet, prend une SAT, voilà. Et puis, si on a oublié le bilan, le iono et la clémence de crête, allô, réveillez-vous, il y a quelque chose à faire. Faire attention aux diluants, parce que on en a parlé ce matin. C'est vrai que dans ces cas-là, on est plutôt tendance à mettre du glucose. Mais le glucose, c'est pas la même chose que le sodium pour la veine. Et c'est pour ça qu'en cardio, ils ont plus de difficultés à tenir leur cathéter plus de 96 heures. Comme ça, ils ne se posent pas la question. C'est simple. Voilà. Donc vous voyez, la différence d'osmolarité, c'est quand même une chose importante. L'auto-soin, ça, c'était quand même quelque chose qui nous a un peu interloqué avec mes collègues. C'était le nombre de patients qui nous disaient, bah oui, je me rince mon cathé, bah oui, je me le débranche, bah oui. Donc on a fait des questionnaires, 174 questionnaires qui ont été renseignés.
Et sur ces 174 questionnaires, eh ben, on en avait 88 patients qui avaient fait déjà de l'auto-soin et qui ne nous l'avaient pas dit. Bah, pourquoi pas, hein. Et ça concernait principalement le rinçage de la ligne, la déconnexion, et puis la connexion du diffuseur. Et puis pour certains, bah, il y en avait une qui se piquait, mais elle avait été formée, piquait sa chambre implantable. Après, avec les pics, c'est difficile, hein. Ou alors, il faut avoir vraiment une grande souplesse, être maître en yoga. Pour se faire tous ces soins soi-même avec un pic, c'est compliqué. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que il y avait une partie non négligeable des patients qui, c'était sur la demande du patient qu'il faisait ça, et puis il y avait une partie, c'était sur la demande de l'infirmière libérale, parce que j'ai pas le temps de repasser, parce que j'ai pas ça. Alors, moi je ne juge pas, mais bon, faut être clair, c'est que qui est responsable quand le patient se fait ses soins et qu'il a un problème? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Arnaud? Voilà. Est-ce que le prescripteur du soin? Non, c'est celui à qui on a délégué le soin, parce que nous, on n'était pas censé le savoir. C'est pour ça qu'on ne refera pas des questionnaires. On n'aura pas de problème. Mais ça, c'est important. Le soin à domicile, maintenant, est rentré un peu dans les habitudes. Et il ne faut pas il faut pas le banaliser, comme les catépériphes. Donc, si vous voulez, le truc, c'est il faut avoir une boîte mail sécurisée. Je sais, c'est astreignant, etc. Mais pour nos échanges, c'est important. Et tout le monde, on s'envoie tous des dossiers avec des patients, des noms de patients, des trucs. Si un jour, si on est piraté, ça va être une catastrophe. Donc, il faut une boîte sécurisée et on ne peut pas déléguer la responsabilité. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de réfléchir à comment faire au mieux pour encadrer ces auto-soins. Et ça, voilà, c'est pour l'éducation, mais c'est quelque chose de très tangent. Et voilà, c'est une réflexion. Je n'aurai pas la réponse aujourd'hui, je pense que personne ne l'aura. Oui, mais ça se fait à l'étranger, mais attention à l'étranger. Parce que, par exemple, on dit toujours, les Américains, ils font ça depuis longtemps, alors les pics, ils connaissent depuis longtemps. Les pics, quand vous discutez avec des collègues américains, quand on les rencontre sur les congrès, vous avez de la chance en France, parce que nous, les pics, le patient, il les paye. Les chambres, les pics, les chambres. Donc tout est payant. Donc vous avez des gens, c'est pour ça que les études, il faut bien voir le contexte des études, c'est que il y a une étude anglaise qui montre très bien que malgré tout ce que disent les Américains, les pics pour l'oncologie, c'est pas le gold standard. Le gold standard, c'est la chambre implantable. Eh bien, les États-Unis, c'est non, parce que les patients payent. Donc il y a une loi du marché. Et c'est pareil pour l'auto-soin. Si vous demandez à un infirmier de passer, vous le payez. Donc ils sont tous de l'auto-soin. Après, ils mettent tout sur YouTube, comment prendre Colobrif. Ils prennent... ils toussent partout. Good. Et en fait, ils l'ont mal pris, il n'y a rien dans les poumons. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc il faut vraiment recontextualiser les études. Alors, la question bonus, comme ça j'arrête après. Le passage simultané, l'instabilité, toxicité des antibiotiques, qu'est-ce qu'on doit faire? En premier, il ne faut pas oublier la sécurité du patient. C'est le b.a.-ba. Après, c'est là l'importance de l'argumentation. Il faut se rappeler quand même qu'on a un rôle infirmier sur prescription. L'autre jour, j'ai eu une infirmière libérale qui m'a dit j'ai pas passé les 350 mg de Nepsine parce que quand même ça faisait beaucoup, non. Ou alors j'ai un prestataire un jour qui m'a dit non mais on n'avait pas de diffuseur sur 24 heures donc c'est pas grave, on a fait en 45 minutes. Donc c'est pour ça que le fait de... Et vraiment, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les prestataires, les achats des... Je travaille avec tout le monde. Donc, c'est vrai, je travaille avec tout le monde. Donc,
si vous voulez, j'ai pas de conflit d'intérêt. Mais l'intérêt d'avoir une évaluation sérieuse de ce qui est fait, c'est important. Et c'est très difficile d'être juge et partie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une cellule de coordination, à condition de connaître les soins. Parce que la base, quand on est paramédical, ou médical, c'est de savoir de quoi on parle, et c'est de connaître les soins, quand on est médical. Si je peux juste réagir justement sur ce que vous disiez vous dans la présentation, avant de commencer la prise en charge, il faut savoir qui on appelle. Et en priorité, c'est le prescripteur, parce qu'il y a des cas particuliers. C'est bien d'appeler les gens qui connaissent les antibiotiques, mais c'est encore mieux d'appeler les gens qui connaissent le patient Bah oui, oui. et qui ont prescrit les antibiotiques à cette dose-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à appeler, et surtout avant de commencer, savoir qu'on a les coordonnées en cas de problème. Voilà. Et ça, c'est très important. Nous, on ne donne pas beaucoup de documents aux patients, hein, parce qu'on sait qu'ils ne les liront pas de toute façon. Donc, on lui donne 4 numéros de téléphone. Pour les DDB, on dit voilà, l'infirmier, c'est un tel, il passera ce soir. La pharmacie, c'est une telle. Téléphone. Il va vous livrer, vous devrez aller chercher les médicaments. Le prestataire, c'est un tel. Il va vous appeler, il va vous livrer. Si vous avez un problème de telle heure à telle heure, c'est nous. Après, nous, on s'en fout, on est à la piscine. Donc, vous faites le 15 et prêt pour les urgences. Donc, voilà, on fait ça. Le numéro d'urgence, etc. Et ça tient sur 15 cm. Donc, que passer ensemble, voilà, ça c'est... Il faut éviter au maximum de passer des choses en même temps. Les antibiotiques, on l'a vu pourquoi tout à l'heure, et puis les autres produits, il y a un furosémide G5, on sait que ça précipite, ça bouge les catés, le petit caillot, le voilà. Le méronème sur les stabilités, faire attention, parce que vous voyez, il y a une étude, j'ai vu passer un truc, 6 à 8 heures, et quand on regarde la fiche médicaments, c'est 3 heures, 3 à 6 heures. Voilà, c'est des problèmes de concentration, de dilution et parfois aussi de rapport contenant-contenu. Donc ça, là aussi, il faut faire des études adaptées au contexte. La ceftazidime, quand on dit faire attention à l'abri de la lumière, mais c'est pour le stockage, c'est pas pour le passage. Et pour la stabilité, donc c'est pareil, il faut faire des études, et il faut faire des études à différentes températures, et parfois il faut même remettre en cause ce que dit le laboratoire parce qu'il n'a pas d'études. Ça, c'est l'étude de 2009, c'est GSK, le fabricant de la molécule, qui nous a dit qu'il n'y a aucun problème à passer la molécule sur 24 heures. Voilà, donc voilà, toutes ces choses doivent être raffinées, et après on a passé la main à Philippe Bourget, à Necker. Il nous a fait une étude de flux, puis il a dit oh, pour m'amuser, je vais faire une étude de pharmacocinétique. Et puis on a vu qu'on injectait de la pyridine aux patients au bout de 12 heures. Donc bon voilà. Après au domicile, on ne peut pas passer 3 fois par jour. On ne peut pas faire des perfs de 8 heures. Bon, les infirmières, vous les cramez, quoi. Et là, les soins à domicile, c'est fini, quoi. Donc 8 heures, 16 heures, minuit, c'est pas possible. Donc la marge admise, on avait regardé avec Philippe, avec la toxicité, c'était 12 heures. En attendant d'avoir un dispositif qui nous permette de garder la température de la solution, on a trouvé la solution avec le CNRS appareil d'hydro. Ça va être breveté. Après, il faut trouver un industriel, si vous connaissez. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de catalogues de stabilité. Et ça, il faut faire attention, il faut vraiment regarder, éplucher les choses, ne pas se contenter de regarder les résultats. Et vous voyez là, par exemple, c'est l'étude de Marcia Ryder. Elle a pris des moutons, elle a mis des midlines, donc des midlines, des cathéters périphériques de gros diamètre. Elle a injecté 2 concentrations différentes parmi plusieurs produits de vancomycine, une à 4 mg dans 270 et une à 10 mg dans 120. Et vous voyez sur la colonne orange, enfin faites-moi confiance, vous lirez plus tard, de toute façon vous avez le papier à côté. En fait, que ce soit à 4 mg ou à 10 mg, même avec une dilution importante, ça donne des thromboses. Parce qu'il y a le temps de l'exposition qui importe. Et ça, c'est pas assez développé
dans les études qui disent on peut faire 4 mg, 5 mg. Et soit votre veine, elle va tenir, elle sera inutilisable pendant plusieurs mois. Parce que ça donne ça, hein. Ça c'est des coupes de thrombose. En fait c'était bien un truc, hein. C'était pour l'AIT. Ils ont fait ça dans les moutons, puis après ils ont coupé, ils ont fait des lames et ils ont regardé les thromboses. Et on voit les développements des thromboses. Donc vraiment, moi si j'avais, et encore c'est une décision pluridisciplinaire, je ne vais pas faire un truc dans mon coin, mais si j'avais un traitement de Vanco de au moins une semaine à passer, je ferais un pic. Ou alors, si je pouvais me permettre, sur 2 jours, je bousille 2 veines, mais il faut le dire aux patients. Parce que ça fait ça, hein. Moi, j'ai essayé les dilutions, les concentrations, ça fait ça. Ça fait des rougeurs, on croit qu'il y a une infection, mais non, il n'y a pas d'infection, c'est juste la thrombose.